Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 15 du podcast de Hockey sur demande. Comme c'est le cas depuis le début, encore une fois accompagné de Stéphane Grenier d'Entre Chums. Salut Stéphane. Salut Max, ça va bien? Écoute, ça va mieux que le Canadien présentement, 3-0 après 20 minutes de jeu. On t'optimise Ouch! vers le bas, optimise Ouais. vers le bas. Et voilà, on lâche pas. Shane Wright sera au bout de cette saison de misère. Du moins, on va l'espérer parce que si on fallait qu'on perde la loterie en plus, on pourra dire que le Canadien a perdu jusqu'au bout. Ouais, exactement. Exactement, ouais. Écoute, encore une fois, un podcast intéressant là, cette semaine. Plusieurs sujets à discuter. Évidemment, on va starter ça avec notre segment coup de cœur, coup de pied. Ensuite, on va parler de quelques sujets qui vont être en lien avec justement là, ce coup de poing, coup de pied-là. Mais ce coup de cœur et coup de pied, je veux dire, parce qu'on ne va pas insulter deux fois. On va pas faire un coup de poing et un coup de pied. Ça serait assez négatif, On va merci. toutes les faire. On va toutes les faire. Mais ça va découler là, de nos choix là, parmi nos coups de cœur et coups de pied. On parlait également du Canadien en long et en large parce qu'évidemment, là, Ken Hughes là, qui fait de plus en plus de déclarations là, qui Ouais. semblent éclairer un petit peu plus les partisans. On parlait aussi qu'une de ses déclarations, justement, c'est qu'il y aura un capitaine l'an prochain chez le Canadien. Donc, ce ne sera pas Shea Weber qui sera le capitaine de l'au-delà puis que sa présence n'est pas dans le vestiaire finalement. Donc, il y a un autre joueur qui va avoir un C sur son chandail. On va discuter des candidats possibles. Et évidemment, là, on va y aller avec des sujets de la LNH en rafale avant de conclure avec notre fameux segment sur réception. Mais Yes. attention, les amis, Stéphane a encore un que c'est ça cette semaine. Très hâte de voir Oui! ça va être quoi, Oui. ce que c'est ça-là. Mais on va starter ça dès maintenant avec notre coup de cœur et coup de pied. Je vais te laisser y aller avec ton coup de cœur pour la dernière semaine dans le monde du hockey. Oui. Écoute, je vais y aller avec... moi, je trouve que c'est toujours impressionnant de battre des records dans la Ligue nationale, mais c'est surtout impressionnant de battre des records de longévité. On sait que la Ligue nationale, de nos jours, c'est une ligue qui est rapide. Les blessures sont faciles à avoir. On l'a vu cette semaine avec les nombreuses blessures dans la Ligue nationale. On a vu Nathan McKinnon hier. On a vu aussi le fameux coup d'Arundel qu'on va parler plus tard, mais c'est tellement rapide, c'est tellement facile. Puis je donne un coup de cœur cette semaine à Keith Yandel, un joueur qui a été critiqué tout le long de sa carrière, je pense. Un bon défenseur offensif qui a toujours eu de la misère défensivement, mais écoutez, le 985 matchs dessus dans la Ligue nationale va battre la marque de Doug Jarvis qui était depuis 1980. Ça fait quand même 32 ans, là, si on regarde ça rapidement. Donc, pour moi, c'est mon coup de cœur. C'est le fun de voir qu'en 2022, malgré tout ce qui se passe, il y a des gens qui jouent blessés parce qu'évidemment, Keith Yandel n'a pas tout le temps joué à 100%, mais qui continuent à faire ce qu'ils ont à faire pour être dans l'alignement. Et je voulais mettre une petite mention honorable là-dessus à Phil Kessel qui est rendu à 941 en arrière. Donc, le mangeur de hot dog national continue à faire des siennes. Plusieurs vont penser que c'est mon cousin ou mon frère. Ce n'est pas le cas. Je lui ressemble, mais je ne suis pas le frère ou le cousin de Phil Kessel. Hey, d'ailleurs, Donc, c'est 42 ans. Tu as dit 1980 pour Doug Jarvis? Oui, 42 ans, tu as raison. C'est 42 ans. Tu as bien raison. Ça fait un méchant bout là, que ça n'a pas été accompli. Là. Oui, puis tu sais, on pense toujours 82 rencontres à cette heure par saison. Fait qu'imaginez-vous, 985 matchs de suite. Ça veut dire que ça fait quasiment 12 saisons complètes qu'il joue sans avoir manqué une rencontre, peu importe l'équipe qui a joué. Donc, c'est assez exceptionnel. Puis, je voulais le souligner parce que c'est pas tous les jours qu'on va voir ça. On va probablement battre le 1000 matchs. Puis après ça, je suis pas sûr qu'on va voir ça souvent dans la Ligue nationale. Surtout pas de plus en plus les joueurs qui sont blessés, le match qui est rapide, que les fameux hommes de fer, on n'en a plus beaucoup. Là. Donc, c'est le fun de voir que dans cette génération-là de hockey, en 2010-2020, on va qualifier la dernière décennie, de voir qu'il y a deux joueurs qui se rapprochent des 1000 rencontres de suite. Donc, je voulais souligner ce soir. Puis ce qui est encore le plus incroyable dans ce record-là pour Keith Yandel, c'est que passé à travers la COVID, quand on pense à ça, il n'a pas été mis de côté en raison de la COVID. Il a vraiment joué tous les matchs. Depuis le début de la saison, il y a une pochetée de joueurs qui se ramassent sur cette liste de joueurs qui ont attrapé la COVID. Lui, il n'en fait pas partie. Il aurait pu très bien le pogner puis que sa séquence soit finie d'être là. Mais non, il a réussi à se sauver de ça en plus. Donc, ça vient ajouter encore plus de crédit à ce record-là. Totalement raison. Tu as totalement raison. Good job à Keith Yandel. Puis effectivement, c'est un défenseur qui a été souvent critiqué pour son jeu défensif, mais tellement bon offensivement. Puis on le voit encore là, cette année avec les Flyers. Même si l'équipe ne va pas très bien, il réussit quand même à ramasser sa part de points à Philadelphie. Donc, good job, Keith Yandel. Moi, mon coup de cœur, c'est le duo Matthew Tkachuk et Johnny Gaudreau qui, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, sont en feu récemment. Ils sont. 26 points récoltés ensemble en 5 matchs lors des 5 derniers matchs.
Il y a eu des volées qui ont été mangées. Là. Il y a le fameux match de 62 tirs au but contre les Blue Jackets de Columbus. Et ça, c'est assez quelque chose. Ouais. Le match qui avait été remporté 6-0, mais ça part de bien avant ça. Là. Des 4 matchs précédents aussi, ils ont vraiment bien joué. Et ça prend ces deux joueurs-là en feu. Là. Encore une fois, mauvais jeu de mots, je m'excuse. Pour ma faute, si leur équipe, c'est des Flames. Là. Mais ils sont dans une très bonne, très bonne séquence. Puis les Flames en ont besoin d'eux s'ils veulent espérer revenir dans le portrait pour les séries. Parce que c'est une équipe là, qui est présentement là, sur la corde raide là, pour les séries éliminatoires. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Mais ça va prendre ces deux gars-là en pleine forme parce que Sean Monahan, lui, c'est plus difficile dans son cas. Puis je pense que lui, il est en train déjà de régresser, ce qui est assez triste là, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, Monahan. Là. Mais l'équipe là, qui est vraiment supportée par Ketchuk et Gaudreau. Donc, je voulais souligner là, cet exploit de ces deux joueurs-là, 26 points en 5 derniers matchs. Juste pour vous donner une idée, c'est 2 points de plus que le meilleur pointeur du Canadien, Nick Suzuki, depuis le début de la saison. Juste ça de même. Exactement. Donc, ouais, ça fait mal quand on regarde ça comme ça. Effectivement, écoute, puis ça y est, c'est en haut des pointeurs de la Ligue aussi. Là, Johnny Gaudreau, Johnny Hockey qui se ramasse avec 51 points déjà. Puis moi, je fais une petite passe à la palette aussi du troisième joueur sur le trio, Justin Falk. Qui aurait pu se la fermer cette semaine en disant qu'il ne voulait pas venir au Canada. Donc, ça donnait un petit peu de jus, je pense, aux Flames. Puis, nos Canadiens nos Flames canadiens ont fait sentir leur présence dans cette partie-là. Donc, c'est le troisième joueur que j'aimerais remercier sur cette ligne. Puis en plus, quand les Flames ont sacré une volée au Blue, je pense que les Flames ont tweeté de quoi de genre on comprend à ce temps qu'ils ne voulaient pas venir au Canada. Exactement. C'est parfait bien récupéré, des fois. Mais le pire, c'est que j'avais pensé à mettre Justin Fox comme coup de pied, mais j'avais de quoi encore pire que ça. Là, mais je vais te laisser aller en premier avec ton coup de pied. Écoute, stupide, c'est Arundel. Oui, une suspension de 3 rencontres. Première suspension depuis, je pense, 2003 pour un gardien de but en Ligue nationale. Ou 2006, je ne me souviens pas de la date. On dirait que j'ai l'impression que le gardien qui a été suspendu, ça a été Ray Emery. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là. C'est lui aussi. Il me semble que c'est lui. Donc, écoute, quelle bulle au cerveau, quelle stupidité dans une période de temps inutile, alors que les sénateurs gagnaient, je pense. Donc, c'est complètement stupide. On perd Patterson avec les sénateurs pour 2 mois. Suspension de 3 matchs pour Arundel. Puis j'ai aimé un peu ce que les médias ont dit au Québec. Évidemment, je suis à Montréal, donc j'écoute plus les médias montréalais, mais ce que j'ai aimé, c'est l'analyse qui a été faite. Tu sais, si dans une stupidité dans un match comme ça, c'est pas une affaire à faire. Et on a justement mis des règlements pour les gardiens de but qui disaient que si tu sors pour les protéger, pour être sûr qu'ils ne se fassent pas rentrer dedans. Mais là, à un moment donné, il faut qu'il y ait des limites. Là, si tu sors ton demi-cercle, puis tu t'en vas vraiment créer de l'obstruction sur un joueur à un tel point que tu en blesses. On l'a dit un peu dans l'interlude avant de faire le podcast. Moi, je trouve ça chanceux qu'il y a une loi non écrite dans la Ligue nationale qu'on n'attaque pas les goalers. Mais je pense que Ketchuk il devait rager sur le banc. Là. Donc, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. C'est des stupidités. On a vu d'autres instants cette semaine qu'on a vu avec des blessures ou des coups à la tête. Mais celle-là, ça aurait pu être évité facilement, surtout ce qu'on était rendu au niveau de la rencontre. Fait que moi, j'ai trouvé ça bien, bien épais. Puis c'est mon coup de pied, puis un solide coup de pied là, entre les deux jambes parce que ça faisait pas rapport. Et moi, ce qui me fait le plus suer dans tout ça pour Batterson, c'est qu'à cause de ce geste de cabochon-là, il va rater le match des étoiles parce qu'il avait été élu sur le match des étoiles. Tu sais, pour un jeune joueur comme ça, tu fais partie des... Tu sais, honnêtement, là, je t'aurais dit en début de saison que Batterson allait faire le match des étoiles, tu m'aurais dit, bon, je ne penserais pas. Puis il connaît vraiment une bonne saison, puis il participe déjà à un premier match des étoiles à un si bas jeune âge, puis un geste niaiseux de même qui vient de l'empêcher. Ça va être justement de parler de Ketchuk, c'est lui qui va le remplacer justement là, pour le match des étoiles. C'est un bon choix. Je pense que Ketchuk, là, c'est quelqu'un qui avait donné un bon show aussi, puis qui connaît une bonne saison lui aussi. Mais le point, c'est plus qu'à cause de niaiseries comme ça, ben, Batterson est privé d'un match des étoiles. Puis on ne sait pas s'il va être capable de participer à un prochain là, dans les prochaines années. Tu sais, c'est peut-être sa seule chance de participer à un match des étoiles. Puis Arundel qui a fait non, ça ne sera pas cette année. Puis, honnêtement, une suspension de 3 matchs pour quelqu'un qui va être absent pendant 2 mois, je trouve ça un petit peu ridicule. Oui, puis si tu regardes la séquence, tout le monde l'a vu dans la Twitter ou sur les réseaux sociaux, là, la jambe, c'est la moulée à chat après. C'est une reconstruction du genou. Ça va prendre au minimum 2 mois, comme tu disais tantôt. Puis je trouve ça plate parce qu'en même temps, tu sais, l'Ottawa ne sont pas des séries, ils ne font pas les séries non plus, mais c'est un jeune joueur qui fait créer de la confiance et d'apporter le plus avec Ottawa. Tout le monde a le goût de voir Ottawa réussir au Canada, je pense. C'est pas, même si ce n'est pas l'équipe préférée de présentement personne dans la Ligue nationale, mais c'est une équipe qu'on aime voir jouer. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes émergentes.
Donc, ça faisait peut-être du bien enfin à cette organisation-là. Puis écoute, comme tu dis, moi, je pense que le plus dommageable, c'est que ce jeune-là s'en allait au match des étoiles. C'est une belle expérience qui s'en venait devant lui. Puis à la place, il va le regarder avec une belle béquille et un beau genou dans le plat de la maison. Donc, comme je te dis, c'est pas évident. Moi, mon coup de pied va s'adresser aux Oilers d'Edmonton parce que selon Elliot Freeman, là, c'est confirmé, les Oilers qui vont signer Evander Kane. Déjà que l'équipe ne va pas bien dernièrement, là, tu vas ajouter un boulet à ta formation. Il faut vraiment que tu sois désespéré du côté d'Edmonton. Oui, je sais que Evander Kane, quand il joue au hockey, c'est un joueur qui est talentueux, qui peut apporter de l'offensive, mais il peut tellement t'amener de la bouette là, dans le vestiaire et en dehors de la glace. Tu ne sais pas s'il va te créer 8 scandales à Edmonton ou si tu sais pas comment il va se gérer hors glace. C'est vraiment un gros gamble du côté des Oilers. Puis quand on est rendu là, ça démontre à quel point cette équipe-là est désespérée d'avoir du succès. Puis en même temps, je peux comprendre Ken Holland là, du côté des Oilers. Il essaye peut-être de sauver son poste parce que s'il y en a un qui risque de sauter éventuellement si les Oilers ne connaissent pas plus de succès que ça, c'est lui. Ça fait des années qu'on veut un gardien de premier plan à Edmonton. Ça fait des années qu'on ignore ça. Ouais. À la place, on veut tout miser sur l'attaque. On a essayé des James Neal, on a essayé des Milan Lucic, on a essayé même des Benoît Pouliot qu'on a essayé dans le passé pour hausser cette offensive-là. Mais on ne s'est jamais vraiment préoccupé du gardien. Là, je sais que je dérape un petit peu là, du sujet principal, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que, encore une fois, les Oilers, on veut essayer d'amener plus d'attaques. Au pire que ce soit en plus un joueur qui va créer des problèmes, on s'en fout. On veut régler ce problème-là. Alors que le réel problème de cette équipe-là, des Oilers, mets-toi un gardien qui a de l'eau dans le filet, ça va peut-être déjà aller mieux, un petit peu mieux. Exactement. Moi, c'est pas un aussi gros coup de pied entre les jambes. Là. Je suis pas aussi vicieux que ça. Mais c'est quand même un bon coup de pied d'un côte, là, juste pour pincer un peu là, notre cher ami Ken Hall. Ouais, je fais juste une parenthèse pour parler de ça. Puis écoute, moi, je pense qu'on a peut-être vu à ce que les Bruins ont fait avec Taylor Hall, ce que les Jack Eichel vont peut-être faire avec les Golden Knights. Je pense qu'on a mis de côté peut-être la personnalité de la personne pour apporter un joueur de talent pour donner une chance à l'organisation. Mais comme tu dis, celle-là, c'est vraiment une belle pomme pourrite. Donc, ça va être bon à voir. C'est pas confirmé à 100%, mais il y a beaucoup, beaucoup de médias qui relient Taylor Hall, Evander Kane aux Oilers. Puis comme tu dis, ça va être une chose à regarder pour les futures semaines. Mais je pense que ça va être sa dernière chance. Puis il est mieux de la prendre parce que si elle ne prend pas celle-là, je pense qu'on va sortir l'éponge assez rapidement aux côtés d'Evander Kane. Puis je viens de te dire un petit, je sais pas si tu regardes le Canadien en même temps qu'il joue, là, mais le but de non, j'ai arrêté après 3-0. Zegras vient de faire le fameux but avec la palette, là, la rondelle accrochée sur la palette dans le haut du filet, dans l'air du filet. Là. Donc, un autre but incroyable de Zegras live. Il l'a réussi? Il l'a eu, ouais. Ah, le petit mot. Un autre whip-around avec la palette dans les airs. Donc, c'est ça. Fait que, comme tu dis, Evander Kane, c'est la dernière chance, moi, je pense. Puis je pense que si on prend un risque aux côtés des Oilers, c'est qu'on est vraiment désespéré, comme tu dis. Donc, on va espérer que ça fonctionne pour eux autres. Mais je pense que le succès de cette équipe-là passe par un gardien de but. Puis, comme tu dis, trop longtemps, on a caché cette chose-là. Puis, je comprends pas pour Ken Holland, parce que Ken Holland a des grosses équipes avec Détroit, avec des bons gardiens de but. Donc, je comprends pas pourquoi ils s'astinent à avoir des gars comme Kostinen puis Mike Smith qui sont rendus à 42 ans. Donc, selon Friedman, l'entente serait de 750 000 en salaire et 625 000 en bonus, ce qui fait en sorte là, qu'au final, pour le capite, ça va être 2,1 millions pour le reste de la saison là, pour Evander Kane. C'est ça. Plus son salaire qu'il y avait avec les Ducks. Avec pas les Ducks, Sharks, mais les Sharks, excuse-moi. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que du côté des Warriors, on prend encore un gros gamble. Ça se peut que ça fonctionne, mais que je ne suis pas fan de ce move-là du côté des Warriors. D'où la raison que c'est mon coup de pied. Mais peut-être qu'il me fera mentir et qu'il se tiendra très sage en Alberta, plus précisément à Edmonton, où il fait moins 40 assez souvent. Donc peut-être que ça va lui refroidir les ardeurs, sans vous la faire l'empêcher de sortir faire des conneries. Effectivement. Écoute, on va plonger dans le vif du sujet du côté du Canadien parce que, comme on l'a mentionné tantôt, Ken Hughes là, qui a parlé à plusieurs médias récemment. Moi, ce qui a ressorti du lot, c'est le fait qu'il a mentionné qu'il y aura un nouveau capitaine là, du côté du Canadien pour la prochaine saison 2022-2023. Et quand j'ai entendu cette nouvelle-là, je dois avouer que j'étais un petit peu perplexe parce que honnêtement, je regarde dans cette organisation-là puis
pas sûr de voir qui pourrait être le capitaine du Canadien. Et là, je sais que le nom qui ressort le plus facile, puis c'est vrai, moi aussi, je suis un de ceux-là qui pense que ça devrait être lui, et c'est Brendan Gallagher parce que c'est un guerrier, tout ça. Mais moi, ce qui me met un petit peu dans le doute, c'est qu'on a parlé dans les derniers podcasts que son contrat commence à être de plus en plus lourd pour qu'est-ce qu'il donne. Moi, j'ai comme pas l'impression que Gallagher va rester encore bien longtemps à Montréal. Est-ce qu'on veut donner le C à Gallagher pour 1 ou 2 saisons pour encore changer de capitaine? Je suis pas trop convaincu. Ensuite, mon deuxième choix aurait été. Le deuxième joueur qui m'est venu en tête, c'est Nick Suzuki parce que c'est le leader offensif de l'équipe. Il est encore jeune, il a déjà son entente signée à long terme. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que justement, il vient de signer un nouveau contrat de 8 millions par année environ et tu lui donnes le C en plus à l'eau la pression. Là, je pense que ça serait un petit peu too much dans son cas. Mais quand tu enlèves ces deux-là, honnêtement, je ne vois pas qui pourrait porter le C chez le Canadien présentement. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de leader. Est-ce que ça peut être Toffoli? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut être Anderson? On dirait que je ne suis pas sûr non plus. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas un gars qui a de la graine à lâcher Weber, là, un gars qui respire le leadership. Et de la présence. Juste sa présence, les gens comprennent. Il n'y a pas ce gars-là à date. C'est pas mal le free-for-all chez le Canadien présentement. Puis j'ai bien hâte de voir c'est qui va arrêter tout ça pour vrai. Écoute, moi, je pense que le problème avec le CH, puis nos questionnements, puis je pense que pour toutes les autres personnes qui en parlent, c'est de savoir qui va être l'année prochaine. Donc, si tu gardes un gars comme Ben Sherratt, si tu gardes un gars comme Edmondson, si tu gardes un gars comme Toffoli, moi, je pense que c'est 3 candidats qui peuvent avoir un C sur leur chandail. Je pense que c'est des gars qui sont assez connus et reconnus dans la Ligue nationale. Évidemment, Sherratt, tu l'échanges ou tu ne l'échanges pas. Moi, je pense qu'on ne devrait pas. Je pense que tu prends un bon vétéran à défensif. Petru peut s'en aller s'il veut. Si madame n'est pas content, depuis pas content, c'est une autre affaire. Mais au niveau du capitaine, la seule bémol que j'ai avec Brendan Gallagher, c'est que dans les mauvaises saisons, Brendan Gallagher a été très mauvais. Il n'a pas été un bon leader. Donc, c'est souvent une personne qui chiale après les arbitres, c'est souvent une personne qui chiale sur le banc. Je sais qu'il a le cœur gros comme le Centre Bell. On sait tous qu'il y a le Canadien à cœur, puis ça fait aucun doute. Là. On n'a aucun problème avec ça. Mais est-ce que tu veux vraiment aller à la guerre avec Brendan Gallagher en premier, avec des jeunes, avec une nouvelle vision d'organisation? Moi, je crois que non. Je crois que c'est un excellent assistant capitaine, mais je pense pas que c'est un bon capitaine. En même temps, Crosby avait la réputation de chialer tout le temps sur les arbitres aussi, puis on dit de lui que c'est un leader incontesté et tout ça. Oui, mais quand tu fais 120 points par année, puis que quand tu sais, Crosby, c'est oui, je sais Gallagher. Mais je compare pas le talent, je compare le type de personnalité. Non, je suis d'accord. Gallagher, s'il y en a un qui se poste en avant le filet pour manger 48 coups de poing sur une même présence, c'est lui. Ouais. Puis il va se péter une côte, pas grave, il va battre checker pareil. Fait que tu sais, je comprends que Gallagher pourrait être un bon choix. Moi, c'est plus question contractuelle. Est-ce qu'il va être encore là pour longtemps? Parce que est-ce que ça va vraiment rendre service aux Canadiens de nommer un capitaine pour 1 ou 2 saisons? Puis encore une fois, changer après ça. Tu sais, si tu veux inculquer vraiment une philosophie, une culture dans cette équipe-là, il faut que ton capitaine soit là pendant un bout. Là. C'est lui qui va mener la barque pendant plusieurs années chez le Canadien. Puis je le souhaite à Gallagher qui va rester à Montréal parce que c'est un chouchou des partisans, c'est un joueur qui est très aimé, mais si son rendement continue à chuter comme ça, son contrat va devenir un boulet, puis ça va être rendu, pas la risée, mais ça va être un peu le punching bag des médias, le punching bag des partisans. Puis si ton capitaine de l'équipe, c'est le punching bag de tout le monde, c'est pas fameux. Là, non, je pense pas. Non, je pense pas que ça va être une bonne idée. Moi, je pense que la personne... Moi, je n'irais pas Toffoli. Ça dépend s'il reste cette année ou il ne reste pas. Vraiment dire aux médias qu'il voulait rester comme Anderson a fait. Moi, je pense que si tu vas avec un gars qui a un contrat de 4 ans, un minimum ou un 3 ans, c'est pas pire. Si tu peux y aller à long terme avec Suzuki, je comprends ça pour 8 ans. Mais encore là, est-ce que si Suzuki tombe capitaine l'année prochaine, il va falloir qu'il y ait des gens pour l'entourer, il va falloir qu'il y ait de l'expérience pour l'entourer. Est-ce qu'un gars comme Carey Price va revenir à Montréal? On ne sait tout pas. On pense tous que non, mais peut-être que oui. Ça va dépendre de la lourdeur de son contrat avec d'autres équipes. Mais moi, je pense que c'est un Ben Sherratt qui rentre, c'est un Joel Molson qui rentre aussi. C'est 2 gars qui peuvent avoir au moins un A ou un C sur leur chandail. C'est des gars qui ont la Coupe Stanley, des gars qui ont joué des grosses minutes, des gars qui sont présents sur le marché des transactions. Pourquoi? Parce qu'ils sont désirés par les autres équipes. Donc, écoute, c'est difficile à dire là. Moi, je pense que ça va s'éclaircir à partir du 22 mars. On va savoir ce qui va vraiment se passer, voir qui va être parti
Est-ce que le Canadien va vraiment être le vendeur incroyable de cette année puis tout liquider ses joueurs pour avoir des choix? C'est pas ce qu'on voit de Ken Hughes. Je pense pas que c'est là qu'il veut s'en aller, mais en même temps, il sait très bien ce qu'il veut faire avec cette équipe-là. Je pense qu'on a un plan d'affaires pour les 5 prochaines années. Puis je pense que là, c'est dans les 10 prochains jours qu'on va décider, on va parler aux joueurs, on va voir qu'est-ce qui se passe avec les vétérans, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis je pense que si les vétérans sont intelligents, ils vont mettre carte sur table. S'ils veulent partir, ils partiront. Puis on va recommencer à zéro. Peut-être pas à zéro, mais on va recommencer avec des bonnes bases. Mais au bout de la ligne, ton prochain capitaine, moi, je crois qu'une équipe devrait avoir un capitaine. Je ne suis pas d'accord avec des équipes pas de capitaine. Donc, j'ai de la difficulté à avoir des équipes pas de capitaine pendant 2-3 ans. Donc, il faut que tu nommes quelqu'un, quitte à le changer quand tu en as un meilleur. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas y aller avec un joueur pour 1 an ou 2, comme tu dis. Il faut vraiment y aller à long terme. Puis, il va falloir faire décider les dirigeants et les joueurs, et non seulement les joueurs, dans cette décision-là, selon moi. Moi, ce que je trouve un peu étrange, par contre, c'est de certifier qu'on va avoir un capitaine du côté du Canadien pour la saison 2022-2023, alors que probablement que la moitié du roster ne sera plus là dans les prochaines années. Moi, je pense, je suis d'accord avec toi que pas de capitaine pendant 2-3 ans, ça, honnêtement, je pense pas que c'est la marche à suivre. Mais j'aurais quand même pris la prochaine année pour une transition, puis après ça, nommer un capitaine pour voir qui va être là à long terme, qui va être échangé d'ici là, pour voir c'est quoi réellement ton noyau. Parce que là, on n'a aucune idée du côté du Canadien qui va rester, qui va partir. C'est sûr que ça n'empêche pas le fait qu'on peut identifier un gars là, qu'on veut vraiment que c'est un leader, même si la moitié du club s'en va. Fait que, on peut quand même bâtir autour de lui. Mais c'est comme j'ai dit, on dirait que présentement, je regarde l'alignement du Canadien et je ne le vois pas le capitaine dans cette équipe-là, à part Gallagher, si on juge qu'il va rester là à long terme. Mais comme j'ai dit, moi, je ne mettrais pas un 2 là-dessus qui va terminer son contrat avec le Canadien. Moi, je pense qu'éventuellement, il va quitter parce que je suis pas mal sûr que des Gallagher, il y a des équipes qui vont vouloir ça dans la Ligue. Peut-être pas au salaire qu'ils gagnent présentement. Donc, il faudra peut-être du côté du Canadien de retenir un petit peu de salaire. Mais sinon, c'est le seul candidat. Puis ce ne serait pas mon candidat pour de vrai. Non. Le problème avec le contrat de Gallagher, c'est pas la volonté de contrat de Gallagher. C'est pas pourquoi il a donné ça, c'est la longévité. Mais moi, je pense que si le Canadien commence à échanger Ben Chariot, Gallagher en rentrant le salaire, Carey Price en rentrant le salaire, puis à un moment donné, si tu retiens le salaire partout, tu te coupes des membres rapidement. Donc, c'est sûr qu'on si on échange un gars comme Gallagher, on va essayer de le passer au complet. Mais comme tu dis, présentement, jour 41, le 42e match de la saison, c'est sûr que le 27 janvier, tu me dis qui serait le prochain capitaine. 90% des gens vont te dire Brendan Gallagher. Mais encore là, ça va dépendre de ce qui se passe en mars. Puis je pense pour ça qu'on a voulu être prudent au niveau de Ken Hughes et l'organisation du Canadien. On veut en nommer un, c'est sûr, parce que là, ça fait combien de fois, là, à part chez Weber, là, on avait encore eu une année entre les deux, je pense, entre Pacioretty et chez Weber. Ça se peut-tu? On avait eu 1 an, pas de capitaine. Ça se peut, je me souviens plus. En tout cas, donc, tu sais, ça arrivait une couple de fois dans les 15 dernières années là, que le Canadien n'avait pas de capitaine une saison de temps. Fait qu'on n'aimait pas vraiment ça. Puis les fans n'aiment pas ça non plus. Donc, ça reste la business. Hein, fait qu'on va voir comment ça va aller. Sinon, c'est quoi les autres déclarations de Ken Hughes dernièrement qui ont retenu ton attention? Parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Oui, écoute, comme je te dis, étant à Montréal, j'ai écouté une couple de stations de radio et une couple d'émissions de télévision. Donc, c'est sûr que là, Ken Hughes a parlé beaucoup de les 10 prochains jours. Pour lui, c'est critique. Il va commencer à parler à ses joueurs cette semaine et va rencontrer Dominique Ducharme dans 10 jours. Donc, on pense qu'au début du mois de février, là, autour du 7-8 février, ça va commencer à dessiner sur les tables, savoir qu'est-ce qu'on fait pour Dominique Ducharme. Et en même temps, on a eu un petit peu de nouvelles de Carey Price et chez Weber. C'est sûr que ça a roulé un petit peu partout au niveau des médias, disant que Carey Price est un petit peu à bout de nerfs. Est un petit peu à vif à cause de son genou avec l'enflure qu'il a, est tanné d'être resté chez eux puis voudrait jouer. Mais la seule question qu'on a, puis là, la question est vraiment bonne des médias, c'est pourquoi il ne vient pas nous le dire nous autres mêmes. Donc, c'est sûr que Chantal Maccabé va avoir un petit peu de travail là-dessus, parce que je pense que les gens ont le goût d'entendre Carey Price, ont le goût de voir Carey Price, que ce soit négatif, positif, qu'il soit plate en entrevue ou pas. On veut peut-être juste l'avoir un peu proche, savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Et on a aussi parlé de chez Weber. Ce qui était étonnant ce matin à 91.9 Sports, c'est que le directeur général Ken Hughes a juste dit que les seules informations qu'il y avait pour l'instant, c'est que ses blessures seraient aussi graves pour arrêter sa carrière, mais qu'il ne peut pas nous dire présentement que ce joueur-là va prendre sa retraite. Donc, soyez persuadés que si M. Shea Weber prend sa retraite à la fin de l'année,
le beau petit chèque s'en va au Prédateur de Nashville. Donc, il faut vraiment, dans sa clause d'échange, avait été nommé que si Shea Weber prenait sa retraite 3 ans avant la fin de son contrat, mais c'est les Prédateurs qui payaient la facture du restant du contrat. Donc, de grosses décisions qui vont être prises. En même temps, on ne va pas chez Weber, pas de l'air à s'entraîner. C'est une autre affaire aussi qu'Agnew a dit, donc il n'était pas en shape du tout. Ne cherche pas à revenir au jeu selon ses dires. Donc, c'est beaucoup d'informations qui a été écoulées au cours des 3-4 dernières journées au niveau de la direction du Canadien. Puis ça revient un peu à tout. Là. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Où est-ce que le Kenny veut aller avec ça? Et comment qu'on voit l'avenir rapprocher du Canadien. Moi, je pense qu'on veut finir la saison. On veut quand même donner une bonne demi-saison à Dominique Ducharme avec un alignement un petit peu plus régulier, avec un petit peu plus de vétérans qui sont revenus au jeu. Puis on va peut-être prendre une décision, mais je pense que Ken Hughes va vraiment être très disponible pour ses joueurs, les connaître. Puis il va être aussi très disponible pour Dominique Ducharme. On a encore réitéré cette semaine qui finirait la saison. Beaucoup de gens ont mis la tête de Dominique Ducharme sur le bûcher cette semaine. Georges Larac à 91-9, on a eu une coupe aussi à RDS et à TVA Sport. Moi, je pense que rendu là, l'équipe est déjà mauvaise. Tant qu'à ça, de tout semaine à finir avec Dominique Ducharme, puis finir en bas de la cave, puis recommencer l'année prochaine. Donc, on spécule, mais en même temps, il faut que les faits soient donnés. Puis je trouve que l'ouverture du Canadien présentement est bonne. Donc, on va suivre ça quand même serré. Mais pour l'instant, il ne faudrait pas se fier à voir chez Weber revenir. Si on le savait quand même déjà avec les déclarations de Jonathan Drouin. Et d'ailleurs, Jonathan Drouin aussi, qui ne va pas bien, un autre blessure au haut du corps, va être absent indéterminé. Donc, on n'a aucune idée de ce qui se passe avec Jonathan Drouin. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a 3 équipes qui sont intéressées à lui. Donc, écoute, ça bouge. Puis, le directeur général a aussi annoncé ce matin que les téléphones avaient déjà commencé à sonner dans son bureau pour des transactions. Donc, ça veut dire que est-ce qu'on veut prendre de court le jeune Ken Hughes qui est green pas mal au niveau du DG puis aller chercher des joueurs pour presque rien, ou vraiment les lignes sont ouvertes, on attend d'avoir des propositions, puis on verra rendu là. Donc, mais en même temps, c'est exactement pour ça que Jeff Gorton est là. Ouais. C'est pour éviter que justement il fasse des erreurs de débutant. Exactement. Puis, les gens n'arrêtent pas de dire que ça va être le pantin de Gorton, mais non, c'est exactement pour ça que Gorton est là. C'est pour faciliter la transition, c'est pour l'aider à mieux comprendre comment ça fonctionne et tout ça. Parce que si on laisse la responsabilité uniquement à un gars comme Ken Hughes, même s'il a été dans le monde là, des agents et tout ça, qui connaît un peu comment ça fonctionne, des fois, évaluer les valeurs des joueurs, les valeurs d'un choix au repêchage et tout ça, c'est peut-être pas encore sa tasse de thé présentement. C'est là que Jeff Gorton entre en ligne de compte. Puis, tu sais, il y a déjà des rumeurs qui mentionnent qu'il y a des équipes qui sont prêtes à donner un first pour Arturi Lekonen. Moi, s'il y a une offre de même qui arrive, bien que Lekonen, c'est un excellent joueur défensif, mais pour un choix de première ronde, vas-y, là. Oui, vas-y. Puis c'est ce qui fait l'avantage. Moi, je pense que le modèle d'affaires au niveau de la direction d'une équipe comme ça fonctionne. Pourquoi? Parce que là, on a un agent, comme on en parlait la semaine passée ou dans l'autre podcast, on a un agent qui courtisait des joueurs juniors, des joueurs Ligue 3A, des joueurs jusqu'à Pee-Wee et Bantam. Donc, l'expertise qui a été cherchée là, il n'y a peut-être pas l'expertise de la direction nationale comme Gordon a. Donc, les deux ensemble, c'est comme un cheval à 2 têtes. Donc, on a le meilleur des deux mondes pour vraiment prendre des bonnes décisions. Puis la seule affaire que je pense qu'on a manqué dans les médias cette semaine, c'est parler du repêchage, mais parler aussi de l'équipe du repêchage. Il a été mentionné qu'il ferait attention et qu'il écouterait un petit peu plus les scouts du Québec. Puis c'est correct. Mais en même temps, je pense qu'il faut vraiment restructurer ce côté-là. Est-ce que ça va être Martin, je peux essayer de mettre son nom de famille, là? Lapointe. Lapointe qui va s'occuper du recrutement pour cette saison, puis on verra après. Mais je pense que ce département-là est crucial. Donc, il va falloir vraiment faire attention puis de s'assurer que ce département-là est prêt. Mais selon les dires et selon ce qu'on entend de Ken Hughes, lui se prépare déjà pour la transaction du 21 mars. Donc, c'est déjà des bonnes nouvelles. Monsieur travaille très, très vite, très, très fort. Il va rester à connaître un peu les joueurs, puis après ça, on verra ce qui va se passer. Non, honnêtement, là, du côté de Ken Hughes, beaucoup de boulot qui s'en vient. Comme tu as mentionné, la date limite des transactions, je pense que son téléphone va sonner assez régulièrement. Et on va souhaiter que, tu sais, honnêtement, je ne souhaite pas qu'il fasse un gros ménage, que toute l'équipe revole. Mais le plus de bons choix au repêchage ou de bons jeunes espoirs, tu vas aller chercher, là, vas-y. Parce que le Canadien a beaucoup d'espoirs intéressants, mais il n'y a pas d'espoir élite présentement au sein de l'équipe. Tu sais, même un gars comme Caden Gourley, il va être très bon, mais ce ne sera pas, d'après moi, un défenseur élite. Puis, tu sais, c'est la même chose là, pour
Logan Mayou, ça va peut-être être un bon défenseur. Est-ce que ça va être un défenseur élite? Possiblement pas. Du côté de l'attaque, on a des joueurs intéressants, Yann Michak, Joshua Roy, Jesse Ilonen et tout ça. Mais on parle d'eux comme des joueurs de deuxième, troisième trio. On n'a rien qui s'en vient que ça va être un joueur de premier trio qui va faire 70, 75 points, 80 points par année. Fait que, tu sais, si on peut avoir des espoirs qui ont ce potentiel-là pour un Drouin ou pour un Lekonen ou pour un Charrot ou peu importe, va ramasser le plus de bons joueurs possible parce que ça prend encore une fois un reset pour le Canadien à la Ken Hughes, que ce soit vraiment son équipe, que ce soit ses joueurs qui soient là. Fait que j'ai hâte de voir s'il va vraiment profiter de cette période des transactions-là pour justement aller se regarnir en futur ou peut-être en jeunes joueurs qui sont presque déjà établis. C'est des joueurs de la AHL qui cognent à la porte, mais qui ont un potentiel intéressant. T'sais, on a vu là, des transactions dans le passé, là, des jeunes joueurs qui ont changé d'adresse puis que ça a porté fruit. Donc, si le Canadien peut réussir à conclure une de ces transactions-là, j'ai hâte de voir. Mais je pense que la suite va être très intéressante pour le Canadien. Puis en plus, on n'a pas encore le dossier de l'assistant des GM qui n'a pas été trouvé. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va runner le Rocket de Laval aussi on the side? Donc, c'est plein de choses là, qu'on va devoir surveiller là, dans les prochaines semaines. Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, on a plein de choses qui s'en viennent aussi. Est-ce qu'on va vraiment y aller avec une reconstruction totale où on va essayer de faire comme les Ducks d'Anaheim? On regarde ça à soir, le Canadien joue contre les Ducks d'Anaheim, mais les Ducks sont présentement, je pense, c'est 12 ou 13 joueurs issus de leur repêchage. Donc, c'est un modèle présentement qu'on a en national. Donc, est-ce qu'on va vouloir faire ça? En même temps, si tu parles un peu aux gens, là, moi, je l'ai fait du côté de Montréal, de mon côté de mon travail, les gens sont très, très frileux à l'idée de juste prendre des choix de repêchage puis d'essayer de les développer. Je pense que ça fait 25 ans que les gens attendent ça de bien développer à Montréal. Donc, les gens se sont refroidis beaucoup. Je pense qu'il va falloir que l'organisation présente amène des bons points. Il y a un bon programme de repêchage, surtout pour les montées nationales, parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs à Montréal depuis les 10-12 prochaines dernières années qui ont monté avec le Canadien. Là. Mais tu sais, encore là, on va relancer le fameux débat. Est-ce que c'est le développement ou c'est le Canadien qui choisissait mal ses joueurs aussi? Parce que, tu sais, on regarde plein de choix que les Canadiens ont faits qui ne se sont pas plus développés ailleurs. Là. Ouais. Il y a ça aussi qu'il faut... honnêtement, je pense qu'il faut mettre le blâme sur les deux, le repêchage et le développement. Parce que je pense que le Canadien a raté souvent leur coup avec les joueurs qu'ils ont choisis déjà en partant. Mais c'est vrai que les joueurs qu'on a amenés par la suite dans la Ligue américaine, on n'a pas été en mesure de faire grand-chose avec ces joueurs-là. Le seul qu'on peut dire présentement qui s'est vraiment développé dans la Ligue américaine, c'est Jake Evans, dernièrement. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il a encore marqué ce soir où il y a une passe. Là, il me semble que j'ai vu son nom dans le sommaire tantôt. Fait que ça, c'est Joël Bouchard qui l'a développé. C'est même pas Jean-François Houle. Fait que lui aussi, il y a des choses à prouver également. Fait que non, je pense qu'il y a vraiment s'il y a un aspect qui doit vraiment être amélioré chez le Canadien, puis on en parle là, tout le temps, c'est le développement. Mais encore là, il faut également choisir les bons joueurs au repêchage aussi. Arrêter de juste regarder, bon, ce joueur-là, il est gros, il est fort, mais le gars ne patine pas. Fait que maintenant, il faut que tu choisisses les bons skills sur les joueurs aussi. Là, et Michael McCarron, c'est bien beau, là, mais Jared Tenordi aussi. Là, c'est des joueurs qui jouent un peu dans la Ligue nationale, mais sont souvent dans la Ligue américaine aussi. Je pense qu'on va se faire un modèle meilleur, puis on va peut-être y aller, et non par année. Je pense que ce que Marc Bergevin a fait qui n'a pas aidé, c'est qu'on y a été par année. OK, cette année, on a besoin d'un gros joueur de centre. Ben là, on a cherché McCarron. OK, cette année, on a besoin d'un gros ailier droite. On a cherché Kotkaniemi. Après ça, on n'a pas été au long terme. On patchait par année. Puis je pense que c'est ça le gros problème là, avec le Canadien. Ben non seulement ils ont patché de cette façon-là, mais ils ont tout le temps oublié de prendre le meilleur joueur disponible tout court, peu importe la position. Ouais. Parce que je le répète encore, puis je sais que c'est facile, mais Brady Tkachuk, je l'aurais pris à Montréal. Fait que je dis ça de même. Ah oui. On savait tout en plus que c'était pour être un joueur d'impact. C'est pas nouveau, là. On dit pas ça à travers notre chapeau. On savait tout que c'était un joueur d'impact, là. Fait que c'était à lui de le prendre, dans le fond. Bon, on a assez bouché sur le Canadien. Ouais. Dernier sujet rapide. Facile. Écoute, je vais parler rapidement des Coyotes parce que nos fameux Coyotes de Québec, Arizona, je ne sais plus trop ce qu'ils s'en vont. Là. Donc, on sera sur le point de signer une entente avec, je ne sais pas si vous connaissez, l'Arizona State University, donc l'Université de Arizona State, pour que les Coyotes puissent emprunter leur amphithéâtre pour les 3-4 prochaines années. Donc, si on fait un petit pedigree de cette université-là, c'est une des bonnes universités américaines au niveau du programme sportif.
mais leur amphithéâtre contient 5000 personnes. Donc, imaginez-vous comment ça va mal avec l'Arizona. Donc, on est rendu que la Ligue nationale va accepter qu'une équipe de la Ligue nationale de hockey joue dans un amphithéâtre universitaire qui contient 5000 personnes. Au lieu de juste se déménager dans un autre marché qui pognerait plus que l'Arizona. Donc, mais c'est peut-être la seule fois qu'ils vont réussir à remplir leur amphithéâtre, par exemple. 5000 personnes, écoute, c'est quand même pas si pire. C'est tellement plate que tu dis que c'est vrai. C'est ça qui est plate, je pense. Puis ironiquement, là-dedans, là, je pense que la Ligue nationale a l'air d'une gang de bouffons. Puis de plus en plus, là, c'est une catastrophe, cette concession-là. Donc, écoute, on en parle 3 à 4 fois par mois dans nos podcasts. Pourquoi? Parce qu'on a de quoi dire à tous les fois sur un développement qui n'a aucun sens. Puis là, on s'enfonce encore. Donc, c'est mon 5e sujet. Ça rappelle mon coup de pied aussi. Mais en même temps, regarde. On tape sur quelqu'un qui est déjà à terre depuis trop longtemps. Là, on est rendu qu'on l'enfoue dans le pétrole puis ça ne marche plus non plus. Fait que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, écoute, c'est juste dommage. Moi, je trouve ça plate pour les joueurs qui jouent là, puis je trouve ça plate pour l'organisation. Là, je trouve ça plate pour le coaching staff, pour le monde qui joue là à chaque match. Là. Ça doit être incroyablement plate. Oui, il fait chaud. Oui, c'est le fun. Tu peux jouer au golf quand tu veux. Mais en même temps, quand tu es un fan de hockey, tu es un fan de hockey. Là. Puis moi, ce que je trouve, c'est complètement ridicule. Juste avant que tu ailles dans tes autres sujets, moi, il y en a un que je vais discuter parce que ça a fait manchette dans les derniers jours. C'est cette fameuse mise en échec de Taylor Hall sur Nathan MacKinnon. Ouais. Résultat, né complètement défaite du côté de MacKinnon. Mais le pire, c'est que c'est son propre bâton, de ce que j'ai pu voir, là, qui a frappé son visage. C'est même pas le coup en tant que tel. Et évidemment, Taylor Hall a été chassé sur la séquence, mais tu sais, puis j'ai MacKinnon dans mon pool, là, personnellement, donc j'aurais pas été le premier à être en maudit puis saquer après Taylor Hall. Mais tu sais, quand tu y repenses, tu sais, je veux pas défendre Taylor Hall, mais tu sais, le geste, oui, était tardif un peu, mais la mise en échec n'était pas directement à la tête de mémoire. Là. C'est plus vraiment son bâton qui a frappé le visage à MacKinnon. Puis c'est pas le genre à Taylor Hall de faire des mises en échec comme ça. Tu sais, c'est pas comme si c'était un Matt Cook qui avait fait ça. Là, ça aurait été peut-être plus frustrant. Mais j'ai été quand même surpris là, des réactions des gens là, qui bâchent sur Taylor Hall comme si c'était un meurtrier. Mais pourtant, c'est pas son genre de faire ce genre de mise en échec-là. Donc, j'ai resté un petit peu surpris quand même. Écoute, visiblement, c'est une mise en échec sévère. Là. C'est une mise en échec qui était à la tête. Est-ce que le règlement a été spécifié? Moi, je pense que non. Est-ce qu'en même temps, il a voulu le geler à un point où il ne se relèverait pas? Je pense pas non plus. C'est toujours un couteau à deux tranchants, ces affaires-là. Par contre, si tu regardes vicieusement, mais oui, le bâton, il a rentré dans la face, mais c'est probablement perdu un petit peu la conscience dans les airs parce que sa face aussi a pété sur la glace. Donc, il a vraiment tombé lourdement sur la glace. Beaucoup de sang. Ce que je déplore le plus, par contre, je vais toujours le dire, puis tu sais comment je suis dans le monde du sport et du hockey. Moi, j'aime pas la bagarre, mais je pense que c'est un bien nécessaire. Et un croyant du code. C'est un bien nécessaire, mais je suis un croyant du code. Donc, je pense qu'on l'a vu avec Romanov, à plusieurs reprises, Romanov qui tente de se démerdre, puis il va quand même jeter les gants. Je peux comprendre que c'est pas McDermott qui est allé voir M. Taylor Hall. J'aurais pas de repris les gants contre McDermott non plus, mais quand c'est Landeskog, le capitaine, qui vient de voir, moi, je pense qu'il faut que tu suives cette chose-là. Puis en même temps, Taylor Hall, c'est pas un gars qui va se battre. Il va probablement manger une volée, puis on veut pas ça non plus. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas non plus que tous les joueurs soient blessés. Par contre, quand tu crées une mise en échec comme ça, visiblement... Sur le joueur étoile en plus de C'est ça, exactement. C'est 3 minutes dans le game, tu gèles le meilleur joueur l'autre bord. Les Avalanches, ils ont assez de power pour revenir. Puis ils l'ont montré hier, ils ont gagné 4-3 quand même. Là. Ils ont pris des punitions stupides, ils ont essayé d'y arracher la tête toute la deuxième période, ça n'a pas marché. Puis ils ont scoré 3 buts à Boston. Ils sont revenus après ça une remontée, puis quand McCarr finit ça en overtime. Donc, le problème, c'est pas le talent. Ils sont premiers dans la Ligue nationale, l'Avalanche. Ils sont premiers dans la Ligue nationale à partir d'hier. Donc, on sait qu'ils ont du talent. Mon problème là-dedans, c'est que si tu veux faire ce genre de mise en échec-là, tu dois subir les conséquences. Et la conséquence, ça a été 2 minutes seulement sur la patinoire. Donc, je suis pas mal sûr que si ça aurait arrivé à n'importe quel autre joueur, ça aurait été n'importe quel autre joueur qui l'aurait fait, ça aurait été différent. Est-ce qu'on a encore une fois un traitement de faveur à cause que c'est un joueur vedette ou un ancien joueur vedette ou peu importe c'est quoi la vedette? Écoute, c'est mitigé. Je pense que le dommage se fait à cause du bâton, mais en même temps, c'est un coup à la tête. Il ne faut pas l'oublier. Puis, même quand c'est un coup à la tête, c'est un 5 minutes. Et ça n'a pas été encore appliqué hier. Puis, voyez-vous, c'est pas le Canadien, là.
Puis je suis pas un fan de l'Avalanche non plus. Donc, c'est une question d'éthique, je pense, la Ligue nationale a de la misère avec ça. Les arbitres ont beaucoup de misère avec ça aussi. Puis en même temps, je pense que s'il y avait eu un 5 minutes donné à Taylor Hall, il n'y aurait peut-être pas eu toutes ces altercations-là après les jeux. Puis tout, là, hier, c'était ridicule. Là. Landeskog, il l'a plaqué, je pense. Je pense qu'il a donné 5 cross-checks de suite sans arrêter. Là. Ça finissait plus. Là. À un moment donné, tu vas arracher le dos du gars. Là. Fait que le but, c'est pas de blesser Taylor Hall, mais à un moment donné, il faut te répondre à tes actes. Écoute, c'est ça que ça fait quand il y a trop de zones grises. Hein? Exactement. Ça crée des situations comme ça, malheureusement. Il faut soit être radical ou être très lousse, mais un entre-deux, là, quand c'est du cas par cas ou qu'on on veut privilégier un peu les joueurs vedettes, ben c'est ça que ça donne. Ça donne des zones grises, ça donne des situations qui ne font pas de sens. Oui, puis je vais te rajouter une petite affaire hors sujet. Là, on va reparler encore de Vander Kane rapidement. Donc, une nouvelle vient de sortir sur Wall of House Hockey. Donc, Evander Kane, malgré ses 9 vies de chat, redit en entrevue à Calgary aujourd'hui, en fait à 18h, 19h avant qu'on tombe à notre podcast, qui aimerait vraiment ça se battre avec le avec le journaliste Jeff O'Neill de TSN, parce qu'il dit que il n'aime pas ses commentaires. Donc, est-ce que ça te tenterait de te battre? Donc, c'est la saga qui continue chez Evander Kane. Donc, c'est ridicule. Il n'a même pas joué une game à Edmonton, il fait déjà le clown. Ça va bon. Ça va bien en tabarouette. Donc, on va passer à un autre sujet. Je laisse aller avec tes autres sujets avant qu'on passe. Yes. Écoute, on va y aller en mention d'arabe encore cette semaine. Je vais commencer, j'ai oublié de te le dire tantôt, mais je vais l'ajouter. Patrick Alvin, nouveau directeur général des Canucks de Vancouver. Donc, c'est qui ce gars-là? Émilie Castonguay adjoint. Oui, exactement. Donc, je l'ai amené après, mais ça, c'est une bonne affaire. Donc, on a été un petit peu bizarre au niveau des Canucks. On a engagé un entraîneur avec pas de DG, pas d'assistant DG. Après ça, on a engagé une assistante de directrice générale. Après ça, on a engagé le DG. Donc, on fait ça un peu à l'envers, mais je pense que les choix sont bons. Patrick Alvin, c'est qui? Évidemment, c'était le bas droite à Rutherford avec les Pingouins. Donc, c'était en terrain connu. Mais c'est un jeune directeur général, 42 ou 47 ans, je pense. Oui, 47 ans. Donc, va maintenant être à titre de directeur général des Canucks de Vancouver. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis, tu en as parlé justement, Émilie Castonguay, qui a été nommée un petit peu plus rapidement, je crois que c'est vendredi de la semaine passée, au niveau d'assistante générale, assistante directrice générale des Canucks de Vancouver. Donc, la première femme à avoir ce poste dans la Ligue nationale. Puis, écoute, il y a plusieurs personnes qui pensaient l'avoir à Montréal, mais je pense qu'on avait déjà 2 têtes à Montréal. Puis, je suis extrêmement heureux pour elle qu'elle s'en aille dans un secteur canadien aussi. Donc, où ce que le hockey est très important. Donc, ça va y faire beaucoup de formation et de nouvelles, d'apprentissage pour elle, pour le futur. Donc, félicitations. Une autre agente de joueurs qui se ramasse comme DG-ish en Ligue nationale. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le hockey québécois. Puis surtout le hockey féminin, on n'en parle pas, mais une femme à la barre va probablement attirer d'autres femmes. C'est une bonne chose pour le hockey, ça, je pense. D'ailleurs, fun fact, là, du côté de Alvin, il a déjà été recruteur pour le Canadien dans le milieu des années 2000. Donc, a déjà appartenu aux Canadiens. Oui. Bon, tu vois, un autre produit du Canadien qu'on n'a pas repêché. Je ne sais pas s'il a commencé sa carrière chez les professionnels en tant que soit dirigeant, scout ou peu importe avec le Canadien, mais je sais qu'il a fait un passage dans le milieu des années 2000. Ah, mais c'est une bonne nouvelle, je ne savais pas ça. Sinon, je vais te laisser avec ton prochain après ta gorgée de Gatorade. Que j'avais la gorge sec. Donc, évidemment, si vous suivez un petit peu le monde du sport et le monde des autres équipes, Eric Lundqvist, va se faire retirer son chandail vendredi par les Rangers de New York. Donc, je suis allé lire un petit peu sur Lundqvist. Vous savez, c'est pas un de mes préférés. Et non parce que j'aime pas la personne et sa belle chevelure, mais c'est surtout parce que... C'est un beau bonhomme, par exemple. Oui, c'est un beau bonhomme. C'est le plus beau national selon bien les dames. Et ma blonde aussi, d'ailleurs. Donc, attention, tu vas en danger, mon cher Stéphane. Faites-en pas, elle passera pas à la porte. Fait que, non, juste en riant, mais juste pour... je suis allé voir un petit peu des statistiques, puis c'était quand même assez impressionnant. Je savais que ça avait été un grand gardien de but dans la Ligue nationale, mais... je trouve que les Rangers, au cours des 15-16 dernières années, ont pas mal passé sous le radar. Jamais eu une équipe qui était pour aspirer aux grands honneurs. Je me suis pas trompé. Contre les Kings. Oui, exactement. Donc, 6e dans l'histoire pour le nombre de victoires avec 459. C'est quand même assez impressionnant. Donc, la longévité a toujours été là pour lui. C'est un choix de 7e ronde, 205 au total en 2000, imaginez. Donc, pour vrai, c'est très impressionnant. Puis je voulais juste mettre un petit peu une mention honorable là-dessus. Écoute, l'année passée, elle avait été avec les Capitals de Washington, a eu un problème au cœur.
On le sait tout. Donc, à essayer de revenir, il n'a pas été capable. Et on retire déjà son chandail pour les Rangers. Donc, on voit que ça a vraiment été un joueur d'impact pour cette organisation qui est quand même vieille, on va se le dire, là. Donc, New York est là depuis très longtemps. Donc, c'est le fun à voir. Puis, je voulais souhaiter comme félicitations qu'ils vont tirer ton chandail vendredi. Donc, je trouve ça intéressant de le mentionner aujourd'hui. Ça a été un grand gardien en série également pour les Rangers. Des matchs numéro 7 qu'il a remporté. J'en parlais justement dans les derniers podcasts quand j'avais donné le choix du gardien que tu voulais pour starter un match numéro 7. Mais lui, ça en était un qui a eu du succès. Puis, tu sais, comme tu l'as mentionné, un choix de 7e ronde, là, d'habitude, tu t'attends à rien à ça. Puis finalement, c'est quoi, 454 victoires que tu as dit à peu près? 459, 6e 459 victoires. Plus tard, ben, il va voir son chandail être retiré pour un choix de 7e ronde. C'est quand même assez incroyable. Oui, c'est très, très bon. Puis effectivement, c'est le fun de voir ça. Donc, félicitations à Henrik Lundqvist. De l'autre côté, on va sortir les vieilles mémoires peut-être des plus jeunes qui nous écoutent. Donc, les Stars de Dallas vont aussi retirer un chandail vendredi contre les Capitals de Washington. Le numéro 56, Sergei Zubov. Monsieur, j'ignore les joueurs russes de la CHL pour le World Junior. Exactement. Donc, écoute, c'est un autre chandail qui va être retiré. Total de 549 points en carrière, 438 passes. C'était pas un marchand de buts, seulement 111 buts en carrière, mais ça a été un des meilleurs défenseurs de son époque au niveau du power play, puis surtout au niveau du défensif et offensif. C'était qui l'autre? Il y en avait deux avec les Stars en même temps qui étaient excellents. Il y avait Zubov, puis... C'est-tu Gunchar, l'autre? Darryl Sedor, ça se peut-tu? Darren Hatcher, là, attends, je vais aller voir. Je te recherche, je savais sur le spot un peu. Mais je me rappelle que dans le milieu des années 2000, là, dans le temps de Zubov, justement, il y en avait un autre aussi qui était avec, puis c'était une méchante bonne paire. Il me semble que c'était Sedor. On va dire ça tout de suite. Puis Darren Hatcher a joué là, ça je le savais. Sergei Zubov. Darryl Sedor. Yeah, Darryl Sedor. C'est ça? Ouais. Le numéro 5. Ah, c'est pas pire. Il y avait Darren Hatcher qui était capitaine dans ce temps-là aussi. Donc, c'est un autre joueur qui va faire attirer son chandail vendredi. Donc, je voulais le mentionner parce que moi, ça a été un des défenseurs quand j'étais défenseur jeune qu'on regardait jouer. Évidemment, ça fait quand même 20 quelques années. Là. Donc, je voulais le mentionner. On ne rajeunit pas. On s'en va vers le haut, non vers le bas, malheureusement. Comme disent les autres. L'autre que je voulais faire comme mention honorable, évidemment, c'est Jonathan Huberdeau. Pourquoi je le fais? C'est qu'aujourd'hui, Jonathan Huberdeau est 3e compteur de la Ligue. Ex-aequo à Alex Ovechkin en 2e position avec 58 points en 43 rencontres. Pourquoi je veux faire une mention honorable? C'est que les Panthers ont une année de fou. Ils ont quand même une équipe assez bonne, mais qu'on voit que présentement, c'est vraiment Jonathan Huberdeau qui est le centre de tout ce qui se passe là-bas et de tous les combats. On en avait parlé, je pense, au dernier podcast, qu'il y avait quelque chose comme 12 points en 3 rencontres la dernière fois. Donc, le train est parti au niveau de la Floride. Et c'est un petit Québécois. Je suis content pour lui. Ça a été quand même je dirais pas un late boomer parce qu'il a toujours fait des points. On n'a jamais vu Jonathan Huberdeau comme un gars qui ferait 1 à 1,3 points par match. Et là, visiblement, depuis 3 ans, et même je te dirais 4 ans, ça fonctionne au rouleau. Donc, c'est super le fun de voir ça. Puis je voulais le mentionner parce qu'on sait que ce gars-là est très important. Il a joué dans les mauvaises années de la Floride aussi. Il a toujours été un bon vivant. Puis là, présentement, ça paye. Donc, je voulais juste prendre un petit temps pour mentionner Jonathan Huberdeau. Est-ce que tu avais d'autres sujets ou si on passe au que c'est ça? J'ai hâte de voir c'est quoi. On peut aller au que c'est ça si tu veux. Vas-y, j'ai trop hâte de voir c'est quoi. Donc, je sais que vous tripez tous sur M. Cheveux Gris de Washington, M. Alex Ovechkin, mais cette semaine, je pense que Robin Lehner a eu la conscience pure pendant un match. Je ne sais pas si tu as vu le lancer frappé d'Alex Ovechkin. Ça a démoli son masque. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Robin Lehner? Donc, écoute, moi c'est juste que je ne comprends pas qu'un casque peut péter sur une puck. Et mon qu'est-ce que c'est ça de la semaine, c'est ça. C'est pas grand-chose. C'est pas un coach qui frappe son joueur. Mais c'est la première fois de ma vie que je vois, pas une bretelle ou une lance péter, là. La grille, là, elle a défoncé. Là. Donc, ça nous laisse voir comment que, selon moi, le meilleur franc-tireur de l'histoire du hockey lance fort, puis son lancer frappé est dévastateur. Donc, c'est assez surprenant de voir ça. Ben écoute, ça prouve à quel point que le tir d'Ovechkin, malgré ses 36 ans, ça rentre encore au poste pas pire. Ouais. Puis il y avait une statistique qui est passée sur Twitter, j'ai souvent souvent drôle, je ne sais pas la personne, mais les 110 derniers buts de Alex Ovechkin en powerplay sont dans la même circonférence
Puis il y a encore des gens qui se demandent pourquoi personne ne le surveille en powerplay. Donc, c'est là que c'est ça de la semaine. Écoute, on va passer au segment sur réception. Cette fois-ci, c'est moi qui te pose des questions. La thématique cette semaine, à part la dernière question, les 3 premières, c'est vraiment comme une espèce de bilan de mi-saison, parce qu'évidemment, on est rendu à une quarantaine de matchs de jouer pour la majorité des équipes de la Ligue. C'est sûr qu'il y en a qui ont des matchs à reprendre, un peu comme les Islanders, là, qui sont un petit peu loin derrière, mais il y a quand même plusieurs équipes qui ont franchi le cap là, du 41 matchs. Donc, c'est un peu là, une petite mise à jour de qu'est-ce qu'on pense depuis le début de la saison. Donc, première question, je vais y aller assez simple. Ta surprise en mi-saison et ta déception en mi-saison également. Au niveau des joueurs, des équipes? Ça peut être dans les deux côtés. Je peux y aller en premier si tu veux y réfléchir un peu ou si tu es prêt. Ouais, vas-y donc. Ma surprise, Nashville. Honnêtement, je sais qu'on a parlé quelques fois de notre podcast, mais je ne pensais jamais que les Preds allaient être dans le top 3 là, de la division centrale avec l'équipe qu'ils ont. Mais merci à Matt Duchesne qui a enfin trouvé ses repères. Vrai, hein? Du côté de Nashville, je pense qu'une vingtaine de buts d'inscrits depuis le début de la saison. Là, il y a quasiment autant de buts d'inscrits que le meilleur pointeur du Canadien, les points total. Ça en dit quand même long. Sinon, il y a aussi Ryan Johansson qui a peut-être moins de succès, mais a quand même là, une meilleure saison que ses saisons précédentes. Sinon, là, il y a des joueurs également là, qui font bien là, du côté. Il y a Tanner Janot, qu'on sait vraiment pas c'est qui. C'est parmi un des joueurs qui ferait partie de la course pour le Calder s'il continue comme ça. Ouais. Donc, il y a des joueurs comme ça là, qui ont éclos. Donc, Nashville, là, pour vrai, je les voyais vraiment pas dans le top 3 de la centrale, même si c'était une division qui est quand même wide open. Là, je pensais pas que c'était eux qui allaient ici dans le top 3. Sinon, ma déception, on n'a pas le choix avec les Islanders. Là. On les voyait en finale de la Coupe, puis ils sont loin de là présentement. Même s'ils vont mieux présentement, il y a encore des côtes à manger là, pour juste se qualifier pour les séries. Ce ne sera pas une tasse de thé là, pour eux autres. Non, effectivement. Puis écoute, tu as bien raison pour tes deux choix. Moi, je vais dire ma surprise la saison, c'est Tristan Jarry avec les Penguins de Pittsburgh. Puis ça va aller un peu avec les Penguins de Pittsburgh. On les avait tous pas vus en playoff cette année. Ils nous font mentir. Seulement 10 défaites cette année, mais c'est Tristan Jarry. Quel rebondissement! Donc, 2,12 de buts alloués. On y va à 926 de pourcentage d'arrêt. 23 victoires déjà en 32 rencontres. Donc, écoute, on pensait tous que c'était une planche de 2x4 puis une planche de plywood qui retenait dans les buts cette année, les Pingouins, mais je ne sais pas si c'est un one-year deal pour Tristan Jarry, puis il va se sauver avec un Vézina cette année en étant le joueur le plus susceptible peut-être de le pogner. Où ça va être vraiment à long terme, mais impressionnant de voir les Pingouins présentement. Là, ça finit plus, puis 6 victoires de suite encore. Et là, tout le monde semble être en santé, donc c'est super impressionnant à voir du côté de Pittsburgh. Puis ma déception, et moi, je vais y aller avec Philadelphie. Je vais y aller avec Philadelphie parce qu'à chaque année, on se dit qu'ils vont faire mieux, puis à chaque année, ils se plantent. Puis cette année, on savait qu'ils se planteraient, mais c'est de voir comment que cette organisation-là ne fonctionne pas. On ne sait pas si Claude Giroux va rester. On ne sait pas si on veut garder Claude Giroux non plus. Je pense que c'est une organisation que ça fait trop longtemps que ça ne va pas bien. Mais ça n'allait jamais assez mal pour que ça soit grave. Mais là, je pense que là, ça va vraiment mal. Cam Atkinson ne fonctionne pas vraiment. Konecny ne va pas non mieux. Farabee ne va pas bien. Van Riemsdyk ne va pas bien. Sean Couturier est méconnaissable. Il était blessé, mais il ne va pas bien non plus. Donc, on a des gros noms dans cette équipe-là, puis on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne. Parce qu'encore une fois, c'est les gardiens le problème. Martin Jones n'était pas si mal avec les Sharks. Là, l'air d'un tampon là-bas, ça ne marche pas en tout. Puis Carter Hart non plus ne marche pas non plus. Donc, quand je trouve ça à plate, moi, c'est les Flyers. Je les voyais au moins dans le mid, là, autour du 15 à 21. Et là, on est 27e cette année. Donc, ça ne fonctionne pas en tout du côté de Philadelphie. Deuxième question. Maintenant, on a analysé les 41 premiers matchs, un peu notre surprise-déception. Ouais. Là, on va aller avec les 41 suivants. Oh yes! Ton équipe tu penses qu'il va s'écrouler en deuxième moitié de saison, puis ton équipe qui va rebondir en deuxième moitié de saison pour se hisser dans la course aux séries ou peut-être même faire les séries? Écoute, moi, je pense que l'équipe qui va peut-être s'effondrer le plus, selon moi, c'est Saint-Louis. Pourquoi? Je pense qu'il y a trop de bonnes équipes en dessous qui vont pousser. On parle de Vegas, on parle d'Anaheim, on parle de Boston, de Minnesota, Washington. Donc, Saint-Louis a une bonne équipe, on le sait, mais je pense que c'est eux qui vont peut-être manger la claque un petit peu plus. En deuxième moitié de saison. Sur le portrait global, dans le fond. Là. Tu ne parles pas par division. Là. Okay. Non, je parle sur le portrait global. Là. Moi, je parle sur la Ligue au complet. C'est rare que je parle par division. Là. Je pourrais le faire une fois de temps en temps, mais
Je parle souvent de la Ligue. C'est parce que je me demandais juste pourquoi que les Browns étaient dans la même division que. Ouais, c'est pas dans la même division. Non, c'est pas dans la même division. C'est pas dans la même division. Je sens pas. Je sens pas. Donc, tu sais, moi, je pense que ça va être eux autres qui vont peut-être manger un petit peu sur la claque. On a une bonne équipe, on a un bon différentiel. J'ai juste hâte de voir. Parce que je pense que si les Capitals commencent à pousser, si le Wild commence à pousser, on a Vegas aussi qui est là, pas très loin. Donc, si on parle en termes de ligue, moi, je pense que c'est eux qui vont peut-être dropper. Dans leur division, je pense pas qu'ils ont de problème. Il y a Minnesota qui peut aller les chercher quand même assez bien. Je pense pas que Dallas va y aller non plus, par contre. Après ça, on a Winnipeg, Chicago, Arizona, on oublie ça. Mais je pense qu'au niveau de la Ligue, on va voir ça. Puis celle qui peut nous surprendre, écoute, attends un petit peu là. Moi, je pense que. Moi, je suis encore up for Islanders. Je ne sais pas pourquoi. Là. Moi, je crois que les Islanders vont remonter. Je sais que je suis fatigué. C'est à chaque semaine j'en parle. Mais sinon, ce serait mes Wings. Je pense que mes Wings sont loin d'aller chercher Boston. Mais je pense que si Boston a une deuxième moitié de saison mauvaise, puis les Wings peuvent faire des buts un petit peu, ça va peut-être fonctionner. Mais je pense vraiment plus que je m'en mets Islanders. Seulement un point de Columbus, mais là, il faut que tu ailles chercher Washington après à 55. Donc, ça va être vraiment difficile pour eux autres. C'est quasiment mission impossible, mais s'il y a une équipe qui peut le faire, je pense, qui était peut-être très loin, ça pourrait être un super upset. Là, sont 20 points, 19 points en arrière. Donc, ça pourrait être un super upset d'aller chercher la 4e position dans cette division-là. La super métropolitaine qui est vraiment très, très puissante. Maintenant, pour ma part, l'équipe qui va s'écrouler, c'est sûr que là, je ne parais pas bien en disant ça, parce qu'ils connaissent tout un match ce soir, mais je pense que les Ducks vont s'écrouler. Juste pour jouer le Canadien. Et ce n'est pas nécessairement pour une question de qualité d'équipe. Je pense que les Ducks ont un bon noyau de jeunes intéressant, mais c'est peut-être plus côté mathématique. C'est eux qui ont le plus de matchs à jouer dans leur division. Derrière eux, ils ont les Flames qui ont 7 matchs à disputer de plus. Les Oilers en ont 7 aussi. Les Sharks en ont 2, puis sont quand même pas si loin que ça. Là, on parle les Oilers sont à 8 points des Ducks présentement et de la 2e place dans la Pacifique avec 7 matchs en main. Fait que, ça peut jouer directement là. Fait que moi, je pense juste que côté mathématique, je pense que les Ducks vont chuter parce que je pense pas qu'ils vont remporter tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Et en même temps, je vais faire une transition vers mon équipe qui va s'améliorer la deuxième moitié de saison, les Flames. Je pense que les Flames sont vraiment sur une bonne lancée présentement. Avec tous les matchs qu'ils ont en main, justement, ils en ont 7. Si le duo Gaudreau et Ketchuk peuvent réussir à transporter cette équipe-là, je pense que les Flames vont se hisser dans le top 3 de la Pacifique et participer aux séries. Donc, ces deux équipes de la Pacifique, l'échec de un va entraîner le succès de l'autre. Si les Ducks chutent, ça va être parce que les Flames vont passer par-dessus. Les Sharks, c'est pas impossible qu'ils passent aussi. Avec Timo Meier qui a une très bonne saison lui aussi de son côté. Donc, peut-être qu'il va réussir à transporter cette équipe-là. Les Oilers, je n'aurais pas de leur piler dessus, mais ils ont quand même du talent, ils sont capables de gagner des matchs. Il faut juste qu'ils s'enlignent les flûtes un peu et qu'ils réussissent à avoir un petit peu d'aide devant le filet. Si c'est le cas, ils vont réussir à monter un petit peu au classement également. Donc, non, je vois vraiment les Ducks s'écrouler et les Flames de remonter. J'espère que les Flames vont faire les séries. Oui, mais c'est une division qui peut probablement bouger la plus. Là. On a la centrale aussi qui peut peut-être bouger entre la 6 et la 3. La position 6, position numéro 3. Mais quand tu regardes les divisions rapidement, dans l'Est, on oublie ça, Atlantique métropolitaine, le 1 à 4, c'est du béton presque partout. Tandis que dans l'Ouest, je vais dire comme toi, surtout la Pacifique, là, on a Vancouver à 41 points en 7e, puis on a Los Angeles à 48 points en 3e. Puis comme tu dis, ils ont des matchs en main. Donc, effectivement, ça peut bouger rapidement. 3e question. Puis là, je sais que probablement que ton choix, tu en as déjà discuté un petit peu, mais ton MVP de la saison jusqu'à maintenant? Mon MVP? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Écoute, puis c'est une question qui a été lancée hier sur les réseaux sociaux. J'ai aimé ça voir la réponse des internautes. Donc, évidemment, si on y va au nombre de points, Ovechkin devrait être dans les discussions. Mais moi, je pense qu'un gars comme Jonathan Huberdeau va être la révélation de l'année. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais vu venir avant. Et c'est une nouvelle ascension pour la Floride. Je pense que si Jonathan ne gagne pas cette année, il va falloir qu'il recrée des grosses saisons comme ça, mais en même temps, sans dire que c'est un show, c'est un vote. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de votes qui vont être donnés à Ovechkin, surtout s'il continue avec le rythme qu'il y a présentement. Mais moi, je pense que Jonathan Huberdeau le mérite. En tout cas, à la 41e rencontre, la 43e rencontre pour les Flames, les Panthers, le mérite. À savoir si ça va se continuer, mais si je mettrais un petit 2 en papier, là, un vieux 2 des années 90, je le mettrais sur Jonathan Huberdeau présentement.
Ben écoute, on ne s'ostinera pas parce que c'est mon choix aussi. Huberdeau, je pense que c'est lui qui lui et Barkov transportent pas mal ces équipes-là. Oh, Oui, il y a les Bennett, il y a les Reinhardt qui produisent aussi euh, comme production secondaire, là, mais Huberdeau, c'est vraiment la bougie d'allumage du côté des oh, Panthers. Puis, oui, j'ai prêché pour ma paroisse un peu parce que c'est un Québécois, parce que moi aussi, je pense qu'Ovechkin va être dans la course aussi, c'est sûr, s'il c'est continue de sûr. cette façon-là. Mais j'aimerais vraiment ça voir Huberdeau mettre la main sur ce trophée-là. Pas parce que, oui, c'est un Québécois, mais parce qu'il a tellement mangé son pain noir dans les dernières années avec les Panthers. Puis des fois, il faisait Ouais. des déclarations là, avec les journalistes comme quoi qu'il commençait à être écœuré de tout le temps perdre. Puis là, enfin, il voit la lumière au bout du tunnel. Puis c'est lui qui en est responsable de ce succès-là des Panthers. Donc j'espère qu'il va vraiment mettre la main sur ce trophée-là. Il le mériterait en tout cas. Oui, puis écoute, comme prédiction pour mon top 3, là, Ovechkin, Huberdeau, puis on oublie beaucoup Nazem Kadri, mais si Nazem Kadri continue comme ça, on pourrait enfin exclure McDavid et Draisaitl de cette série de 3 personnes-là, souvent qui sont votées dans la 1, 2, 3. Donc, les Edmonton ne va pas bien cette année. S'ils font les séries, peut-être qu'on va en parler. Mais Nazem Kadri avec Colorado, on n'en parle pas, là, mais 55 points en 38 rencontres. C'est un joueur aussi qui est très utile pour Colorado. Dans Là. une équipe qui est déjà pactée à la base, puis il réussit quand Exactement. même à Là. trouver son. C'est sûr qu'il a remplacé McKinnon là, lors de son absence en début de saison, mais quand Ouais, même, là, il réussit ouais, à c'est ça. produire sur une base régulière, puis il est là. Il est là, puis c'est peut-être le genre de joueur qui manquait dans les séries éliminatoires à l'Avalanche du Colorado. Donc, ça pourrait être le fun de voir cette année. On a Johnny Gaudreau aussi qui fait beaucoup de points. Est-ce qu'un Steven Stamkos va revenir de loin pour être dans la nomination dans les top 5 aussi au niveau du MVP de l'année? Écoute, le choix est bon déjà à la mi-saison, mais ça va être un trophée qui va être probablement hautement convoité cette année, puis il va être le fun à regarder, je pense. La dernière question. Es-tu prêt? Ça touche le Yes. Canadien. Ton pourcentage de chance de voir Christopher Le Temps signer avec le Canadien à la fin de la Eh saison lorsqu'il boy. va être joueur autonome. Parce que là, c'est la grosse rumeur. Ben Là. oui. Ben oui, c'est Évidemment, normal. Ken Hughes, c'était son agent. Le Temps, c'est pas caché qu'il aimerait ça jouer à Montréal éventuellement. Il a mentionné aussi qu'il voulait une hausse de salaire. Et est-ce que les Pingouins vont être capables de lui donner cette hausse de salaire-là? Bonne question. Donc, comment tu vois ça, cette situation-là? Puis comment tu évalues les chances de voir un Christopher Le Temps débarquer avec le Canadien? Écoute, moi, si Christopher Le Temps revient, veut signer avec Montréal, un salaire qui a du sens pour 3 ou 4 ans, je pense. Il a quand même 36 ans ou 35 ans, je pense. Donc, c'est sûr que ce serait incroyable à voir. On s'en cachera pas. Surtout qu'on a un Malkin qui devient UFA à partir de l'année prochaine. On a un Brian Ross qui tombe UFA aussi avec les Pingouins. Donc, est-ce qu'on va vouloir tasser Chris Letang pour amener un prochain défenseur chez les Pingouins? Écoute, gagne 6,2 millions cette année. On ne peut pas donner ça à Montréal. Je ne pense pas qu'on peut le faire. De mémoire, je pense qu'il demandait un contrat de 4 ans avec 6,5 millions pour les 4 prochaines années. Est-ce qu'on va vouloir donner ça à Montréal? Écoute, si tu emmènes un vétéran qui est bon sur l'avantage numérique, qui est un bon corps arrière, puis qui est un gars qui peut te donner de l'expérience, oui. Oui, d'un matin, fais-le, mais si tu veux amener un Christopher Le Temps à Montréal, il faut t'enlèves un Petrie, faut t'enlèves probablement un Chariot aussi, puis tu gardes un Joel Molson. Donc, écoute. Moi, pour vrai, change pour change, moi, Petrie, je suis prêt à remplacer par Le Ah Temps. oui, c'est sûr. Je pense que Ah Petrie, oui, c'est sûr. on le voit présentement, ça a pu. Évidemment, c'est la Non, grosse spéculation de sportif de salon qui ne connaît rien au hockey et qui a jamais été dans le vestiaire. Mais tu le vois que ça ne tente plus. ça tente plus. Ça ne tente juste plus. Puis honnêtement, je pense qu'il s'ennuie de chez Weber pas mal aussi. Parce que quand Weber était là, ben, c'était plus lui le défenseur numéro 1. Il faisait sa petite affaire sur la deuxième paire, puis c'était là qu'il avait du succès. Là, quand c'est lui qui a le main spot en défensive, on dirait que ça ne marche juste pas. Puis je pense que si tu peux remplacer un gars que ça ne tente plus par un gars qui veut vraiment être là, qui veut retourner chez lui, ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas négliger. Puis évidemment, Le Temps est aussi bon offensivement, ou sinon meilleur que Petrie. Ah, ben oui. Il est quand même bon défensivement. Le seul hic que j'ai dans son cas, c'est des blessures. Les blessures. Mais semble être quand même en santé là, dernièrement. Donc, semble éviter pas mal les blessures. S'il peut continuer à éviter ça puis s'amener avec le Canadien, moi, je serais le premier content. Mais encore là, à quel prix, c'est ça qui me fait peur. Puis surtout la Écoute, durée du puis, contrat. ouais, c'est pas rien que ça. Là. Si les Pingouins se ramassent, en exemple, en finale ou en demi-finale de division, puis qu'ils donnent un autre coup l'année prochaine pour retourner encore en série, peut-être gagner une autre Coupe Stanley pour Crosby puis Malkin, est-ce qu'on va vouloir garder ces joueurs-là pour un an? Peut-être qu'ils vont signer pour un an ou deux pour s'être échangés. Donc, ça va être un autre gros été au niveau des Pingouins aussi. Par contre, comme tu dis, ça dépend du prix. S'il est prêt à signer à 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 à Montréal pour 3 ans,
là, il va avoir 38, 39 ans, mais qui finissent, ou même 37, 38. Donc, probablement que ça va faire moins mal. Mais là, écoute, moi, j'aimerais le voir. Moi, je pense que les chances sont à 30. Tu m'as demandé un pourcentage. Moi, je dis 30. Ça va dépendre comment que l'allure des Pingouins vont cette année. Puis après ça va dépendre de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut terminer sa carrière à Montréal puis jouer pour l'équipe de sa jeunesse? Peut-être. Peut-être que lui va décider rendu là, mais moi, je pense que Ken Hughes, évidemment, va avoir le téléphone proche pour savoir s'il veut s'en venir. Moi, je pense que si on fait ménage à Montréal puis on veut des bons vétérans défenseurs pour les jeunes, c'est un gars qui pourrait aider énormément Romanov, selon moi. Donc, c'est un gars aussi, je pense, qui va accepter son sort à Montréal, qui va être content de jouer à Montréal. Déjà dit dans le passé que ce serait quelque chose qu'il aimerait vivre, même avant que Ken Hughes devienne dirigeur du Canadien. Donc, moi, je pense que les chances présentement, le 27 janvier 2022, sont à 30 %. Moi, je vais y aller en 2 volets. Moi, je pense que les chances vont être à peu près à ça, 30-40 %, mais s'ils devaient tester le marché des joueurs autonomes, moi, je pense que 90 % ils s'amènent à Montréal. Ils testent le marché? S'ils testent le marché, je pense que Montréal, c'est sa première destination. Puis je pense que Ken Hughes va sauter là-dessus parce qu'il sait, j'espère qu'il est conscient du facteur québécois à Montréal, là, qu'on veut tous des Québécois et tout ça. S'il est conscient et qu'il a la chance de mettre la main sur un défenseur de premier plan comme Christopher Letang, puis qu'en plus, il va se débarrasser probablement des contrats à gauche et à droite. Donc, le cap space, d'après moi, il va l'avoir. Moi, je pense que si Letang teste le marché, 90 % des chances, selon moi, qu'il s'en va à Montréal. Il y a tout un 10 % de si ça ne fait vraiment pas. Là. Je ne veux pas dire 100 %, mais je suis assez confiant. Mais si je vais overall, si on exclut, mettons, le fait qu'il est sûr de tester le marché, moi, je pense que je vais avec un 35-40 %. Parce que je pense quand même qu'il veut rester à Pittsburgh pour, comme tu dis, essayer de regagner une coupe avec Crosby, Malkin et compagnie. Donc, je pense que sa priorité va être de rester à Pittsburgh. Mais s'il devait tester le marché, d'après moi, là, le Canadien va sauter dessus, c'est sûr. Oui, puis écoute, ça ferait du sens aussi. Puis je pense que lui va accepter le sort à Montréal. Moi, je pense que c'est ça la différence, c'est qu'un joueur qui a déjà donné un peu d'intérêt, c'est un joueur qu'on sait qui aime Montréal puis qui ne fait pas peur. La pression, il l'a eu à Pittsburgh avec les meilleurs joueurs au monde quand Crosby et Malkin étaient là. Marc-André Fleury en arrière. Donc, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a toujours eu des gars en fin de carrière pendant 2 ou 3 ans à Montréal, américains ou anglais. Pourquoi pas avoir un petit Québécois de notre côté pour une fois? Puis en plus, côté besoin, ça fitterait parce que le Canadien à droite est vraiment pas bien nanti. À part Petrie, il n'y a pas grand-chose. À gauche, on a une pelletée de défenseurs. Ça, il n'y en manque pas. Bien, mais à droite, on n'en a pas. Est-ce que en mettant le temps, justement, ça peut relancer Petrie aussi? Parce que tu vas mettre le temps comme ton premier défenseur. Donc, Petrie va pouvoir refaire ses petites affaires sur la deuxième paire puis avoir la paix. Puis que c'est plus le temps qui va avoir l'attention en défensive chez le Canadien. Je pense que ce serait une bonne affaire pour Petrie. C'est sûr que c'est quand même 12 millions sur 2 défenseurs. Là. Ça, j'en conviens. Mais en même temps, quand Weber était là avec Petrie, c'était ça aussi. Là. Weber gagnait quand même pas mal cher. Fait que c'est pas trop un problème. Fait que non, moi, je pense honnêtement que ça fitterait également au niveau des besoins. Encore une fois, comme j'ai dit, le Canadien va se débarrasser d'une coupe de contrat d'ici là, pas mal sûr. Fait que je pense pas que le cap space va être un problème aussi là, de ce côté-là. Parce que Sherratt, moi, je pense encore que les Canadiens doivent l'échanger. Je pense qu'il peut ramener un beau retour. Toi, je sais que tu n'es pas d'accord, tu aimerais ça le garder. Puis je comprends. Mais je suis pas d'accord pour une raison. Non, mais oui, le terme vétéran est important là. Puis c'est un joueur qui s'est donné cœur et âme pour le Canadien depuis les dernières années, malgré la COVID, tout le kit. Il ne fait pas de vague des médias. Mais c'est surtout que si tu vas chercher un choix de première ronde, ça va être un 27, 28, 29, 30, 31 ou 32. Ce ne sera pas un choix dans le top 25. Puis honnêtement, un choix dans les 25 derniers du premier ronde, c'est comme un choix de deuxième. Fait que rendu là, tu es tout bien chercher un autre joueur qu'un choix de deuxième ronde proche dans les top 10 deuxième ronde. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que j'entends parler depuis plusieurs places. Je suis pas un... Comme tu es plus connaissant que moi pour les joueurs juniors et la Ligue américaine, c'est correct. Mais moi, je pense qu'on s'est trop souvent trompé avec des joueurs 25 et plus en Ligue nationale. Ça marche souvent, mais c'est pas obligé d'être un choix de première ronde. Ça peut être un espoir aussi. Tu sais, mettons, moi, exemple, là, les Pingouins cognent à la porte et disent hey, on t'offre Samuel Poulin pour Ben Sherratt. Moi, je le fais tout de suite. Le Poulin, c'est un power forward qui est intéressant. Exact. A du succès, je pense, dans la Ligue américaine aussi. Ça va quand même bien ses affaires. Fait que, tu sais, c'est pas un choix que les Canadiens devront prendre eux-mêmes. Ils connaissent déjà le joueur. Il a déjà été repêché. Il a déjà d'expérience pro. Donc, on a une meilleure idée de ce qu'il peut donner. Tu sais, des deals comme ça, moi, je pense vraiment. Je serais plus prêt à faire ce que tu me dis que d'un choix de première ronde dans le late 25.
Pourquoi? Parce que c'est un joueur qu'on sait qui garde de prouver dans la Ligue américaine, qui fonctionne. C'est pour ça que je te dis, Ben Chariot, pour moi, c'est si tu le gardes si tu n'as pas d'offre alléchante, parce que de toute façon, il va t'aider ton équipe pour les 3 ou 4 prochaines années. Tu iras faire un contrat de 3 ou 4 ans, puis si tu l'échanges dans un an ou deux, c'est pas la fin du monde. Là. C'est pas plus grave que ça. Par contre, si tu as un choix alléchant, comme tu dis, les Pingouins t'appellent, puis tu as Samuel Poulain, mais saute l'occasion. Là, c'est un joueur qui est probablement dans la Ligue nationale d'ici les 2 prochaines années, sinon l'année prochaine. Donc oui, tu y vas, il n'y a pas de problème. Ah, ça va être un débat qu'on va avoir, je pense, jusqu'à la date de limite des transactions. Est-ce que Chariot doit quitter, doit rester? Mais tu sais, je comprends ton point de vue que c'est vrai que Chariot est utile aux Canadiens, mais moi encore là, puis je vais le répéter, c'est si un DG t'appelle puis il t'offre un choix de 3, j'y raccroche au nez, je pars à rire puis je me cale une bière. Là, mais il faut que ça soit ça, par exemple. Mais s'il te donne un espoir de qualité, t'es comme, oh, attends une minute, là, parce que, tu sais, Chariot, il a quand même pas 22 ans, là, je veux dire, il a quand même un bon bout de fête là, dans la LNH. C'est pas le défenseur le plus mobile dans une LNH qui devient de plus en plus rapide. Il a juste 30 ans, bon, on dit ça. Je sais, mais c'est quand même vrai, tu sais, on voit que des fois qu'il est exposé dans certains jeux. Je suis vieux en salle, les gars. Comment? Si moi j'ai 35, je suis vraiment vieux, les gars. Ah, ben regarde, écoute, t'as Jaromir Jagr qui joue encore quasiment à 50 ans, ça veut rien dire. Là. On parle pas de ça, s'il vous plaît. C'est Chara aussi qui joue encore dans les champs. C'est encore utile, c'est l'important, il est encore utile. Écoute, comme une petite note pour finir, là, j'aime toujours ça, finir avec ça. On parlait des produits du Canadien tantôt, mais Jake Evans, encore 2 buts ce soir. Donc, vraiment... points. Depuis que le Canadien a claimé Pitlick, ça va quand même bien ses affaires avec le Canadien. Écoute, je m'en allais justement dire ça. Écoute, ça paraît stupide, là, mais Pitlick, présentement, fonctionne à quasiment un point par match avec le Canadien. Là. 2 points ce soir avec 2 passes. A joué 7 rencontres, va être rendu à 5 points. Donc, c'est vraiment le fun de voir ça. Puis, écoute, ça fait du bien. C'est un jeune aussi qu'on va essayer de développer au long terme. Puis, ça va peut-être enlever des joueurs qui ne veulent pas être là. Donc, écoute, bien content de voir ça. Ouais, mais Armia, ça fait longtemps qu'il veut pas être là, je pense. C'est de valeur parce que c'était un bon produit qu'on avait depuis 3 dernières années. Là. C'est de valeur, il a signé une extension de contrat, maudit. Ouais, puis écoute, encore une fois, un mauvais départ pour Kaden Primo. Hein. Après 3 buts, il a été retiré du match. Et ouais, puis là, on commence à voir de plus en plus les gens se demander si c'est vraiment le successeur de Price. Est-ce que c'est légitime de dire que c'est le futur gardien numéro 1? Mais en même temps, il n'y a personne qui joue devant lui non plus. C'est le match que Montembeault a eu un point. Je pense que le Canadien a eu un point qui a reçu une 50aine de tirs à un moment donné. Ouais, il a reçu 3 de suite. Là. Avalanche, 1 point, 52 tirs, je pense, 48 tirs. Après ça, même affaire l'autre bord. Non, c'est sûr que c'est pas évident, mais là, on voit que. Moi, je pense que c'est trop rapide pour tout de suite. Excuse-moi, pour Kaden Primo. Puis je pense que tant qu'à le faire Perrotin en haut, là, envoie-moi ça en bas. Fais gauler Montembeault, fais gauler McNevin. On s'en fout. Le McNevin sera pas là. Sauf que là, Montembeault est blessé, fait qu'il reste comme plus personne. C'est ça le problème. Il est correct, là. Il revient. Il va jouer contre le Wild en fin de semaine. Le Blue Jackets en fin de semaine. En tout cas, en partant, on est d'accord pour dire qu'il n'est pas censé être là, Primo. Le plan initial, c'était qu'il joue toute la saison à Laval, mais là, le carrousel des gardiens à Montréal, c'est juste ridicule. On est rendu au gardien numéro 5 là, présentement. Oui, puis tu sais, tu peux rien faire. Là. Tu vas aller chercher une transaction et chercher un gardien de but pour le restant de la saison quand tu sais très bien qu'il ne reviendra pas l'année prochaine. Tu ne vas pas le faire non plus. Là. Fait que non, ils sont dans une position assez vulnérable, le Canadien. C'est pas facile. Honnêtement, je pense que c'est une des pires saisons que j'ai vues du Canadien. C'est la pire. Tu sais, au niveau. Puis tu sais, je dis pas seulement au niveau de performance, parce que début des années 2000, là, c'était pas chic non plus. Là. Mais tous les blessures qu'il y a eu, le COVID n'a pas aidé non plus, mais les joueurs, ça tombe comme des mouches. Drouin doit s'être blessé 14 fois cette année. Armia, il a pogné 3 fois le COVID. Et ça se peut-tu 3 fois qu'il a réussi à pogner le COVID en plus de ses doses? C'est n'importe quoi. Je te dis, c'est une saison tellement ridicule que oui, tu regardes ça, le Canadien est 32e présentement, mais je ne suis pas prêt à dire que le Canadien a une équipe de 32e rang. Là. Ils ne sont pas censés être pires que les Coyotes de l'Arizona, pour vrai. Là. Non, en toute honnêteté, là, ils ne sont pas supposés. Honnêtement, je ne pense pas que c'est une équipe de série non plus, mais je pense que c'est une équipe quand même qui se bat pour une place en série. Avec tout ce qui s'est passé, Price qui n'est pas là de l'année. Honnêtement, le monde blâme du charme. Oui, je comprends que l'équipe ne progresse quand même pas malgré toutes les blessures et tout ça. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu n'as pas ton équipe à 100%. Je pense qu'il n'y a pas eu une game qu'il a eu à 100% son équipe. Je trouve tellement que, tu sais, je comprends le point que c'est peut-être pas l'homme la situation non plus parce que l'équipe ne semble pas s'améliorer quand même, mais tu sais, je veux dire, tu aurais mis n'importe quel coach là si tu n'as pas les joueurs, pour vrai. Tu as beau péter des coches puis scraper des chaises dans le vestiaire. Ouais. Les joueurs ne sont pas là. Tu n'as même pas ton gardien numéro 1. Déjà là,
ça part de là. Le Canadien, ça a toujours parti de là, les 15 dernières années avec son gardien numéro 1. S'il n'est pas là, il n'y a rien qui se passe. Non, je suis d'accord avec toi. Puis Carey Price, c'est un intouchable pour le Canadien de Montréal. Puis c'est aussi un intouchable pour Ken Hughes. Donc, tu sais, ça va être difficile de voir comment ils vont gérer cette situation-là. Puis est-ce qu'on va enfin, tu sais, il y a beaucoup de. Puis je regarde les réseaux sociaux en même temps qu'on jase, là, puis qu'on compare notre podcast, mais le monde sont. C'est quand on va avoir un Zegras, un gars qui va faire des buts comme il est capable de faire. Quand on va avoir des joueurs qui vont être étoiles à Montréal, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des joueurs étoiles à Montréal. Tu sais, Nick Suzuki, c'est un bon joueur, puis mais c'est pas un joueur étoile national, pas encore. C'est pas un gars qui va faire déplacer les foules. On n'a pas ça encore à Montréal. Puis je pense que c'est ça qui fait mal. On avait un Carey Price, mais là, Carey Price est rendu à 36 ans. Là. 35 ans. Là. Ça fait 15 ans qu'il est à Montréal. Il va falloir trouver la relève ou l'aider un petit peu s'il reste ou s'il reste pas. Mais en tout cas, je pense que c'est un dossier c'est un dossier qui est vraiment épineux depuis trop longtemps. Écoute, on avait eu ça, je pense, c'est quoi, il y a 3 ans, sa blessure, la même chose, sa blessure qu'on n'a jamais su c'était quoi finalement sa blessure au genou, puis qu'il a joué juste 6 mois plus tard. Donc, à chaque fois, ça semble être difficile pour Carey Price dans les explications du Canadien, puis on semble vouloir l'over cacher, puis on ne sait pas pourquoi. Non, puis tu sais, pour revenir sur le débat là, des joueurs étoiles, puis tout ça, tu sais, je pense que j'avais déjà dit dans le podcast précédent, c'est pas normal qu'une organisation aussi prestigieuse que le Canadien soit si à la recherche d'un joueur étoile que ça. Là. Ouais, effectivement, c'est pas supposé. On a parlé de Kovalev la dernière fois, mais sinon, des joueurs là, vraiment là, des superstars, je pourrais même pas te dire c'est les gars derrière. Puis tu pourrais me dire dans Fousse des Pierre Turgeon, mais je n'étais même pas assez vieux pour apprécier ces années-là. Honnêtement, pour moi, un joueur étoile, ça a été Kovalev, c'est pas mal ça. Puis on est le problème, c'est que plusieurs gens vont mettre sur le Koivu comme ça, mais sur le Koivu, c'était un bon joueur, point. C'était pas une étoile. Non, c'était pas un joueur étoile. C'était pas un joueur étoile de concession. C'est un gars qui s'est débrouillé avec une équipe moribonde dans les années 2000. 90-2000, c'est tout. Là. Fait que, en tout cas. Va être bon à voir. Et, sur cette note, je te dis, Brad Marchand nous a backé dans notre podcast aujourd'hui. J'ai envoyé un petit message texte tantôt, puis il nous a dit hey, les boys, je sais que vous avez parlé que la seule façon que les Coyotes pour se rendre à 5000 partisans à leur nouvel amphithéâtre, ça serait de donner 4500 billets gratuits, donc ça ne changera pas grand-chose. Voici sa compte sur Twitter. Donc, merci Brad de nous suivre. Ça en fait 2 qui torchent. Il a torché les Hurricanes la dernière fois avec les Il est malade. Là, il a torché les Coyotes de l'Arizona. Il est en feu. Je commence à l'apprécier un petit peu plus. Là, il est en feu. Puis là, cette semaine, il disait sur son compte Twitter que il comparait les joueurs à des voitures. Là, c'était du bonbon. Il est incroyable, Brad Marchand. Il n'a pas la main dans sa poche. Puis c'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir qu'un gars n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Puis, écoute, quand tu sais qu'une organisation, c'est de la merde, j'aime pas pour le dire, c'est vraiment bon. Écoutez, allez voir tous ces tweets / posts Instagram par rapport à ça. Mais en même temps que vous êtes sur les réseaux sociaux, pourquoi pas nous suivre également sur YouTube? Pourquoi pas? Allez suivre la page ou également Entre Chums sur Facebook, Hockey sur demande également. Tout ça, venez nous encourager. Nous, on va être bien heureux de tout ça. Sinon, Stéphane, je te dis encore une fois un gros merci de ta collaboration. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre podcast, épisode numéro 16. La vingtaine qui approche, mon cher. Ça va bien. Merci, mon Max. Prenez soin de vous autres. Puis bonne semaine de hockey. Puis pour les fans de football, on n'en parle pas dans le podcast, mais bon football, la fin de semaine du Super Bowl, on va se glisser un petit bloc là, voir pour le fun. Même si je ne connais pas tant ça, le football, je vais te laisser quand même là, en discuter un petit peu là, à la fin là, pour voir qui tu penses qui va gagner le Super Bowl. C'est bon. Merci. Bonne semaine à tous. Yes, bonne semaine. Bye bye.